Merci beaucoup de l'invitation à ce colloque très stimulant qui me permet donc d'évoquer le cas du Japon. Le Japon qui figure, comme la Russie, comme la Chine, dans ce groupe maudit des pays donc, du despotisme oriental. Et je vais tenter de vous montrer que dans le cas donc, de ce Japon, toutes les choses sont passées à un moment très précis, les années 1875-1876, donc un peu avant le Kangyo-ei. Moment donc très précis qui a constitué ce que j'appelle, du moins ce que je vais appeler dans l'article à venir, le moment Montesquieu, puisque c'est durant ce laps de temps relativement court que 4 traductions de l'Esprit des lois voient le jour. Traduction qui en fait se place dans un contexte parfois très précis, puisque c'est le début du Japon moderne naissant, c'est-à-dire un moment où le Japon passe de la féodalité du régime des Tokugawa, rappelez-vous la série Shogun, pour ceux qui se rappellent de Richard Chamberlain, à un État-nation qui se fonde donc sur le modèle européen. Et en plus de ce changement donc, d'ordre purement politique, correspond aussi à un mouvement plus général de transformation de la société japonaise tout entière qui veut rompre avec le passé, avec la féodalité, avec l'Asie, et se tourner vers l'Europe. Et donc cette lecture donc, de l'Esprit des lois correspond à un moment où les Japonais se rendent compte qu'il existe plusieurs régimes politiques possibles. Et ce terme donc, de despotisme, en fait, de manière assez globale, apparaît en japonais à l'époque, et c'est quasiment le terme d'aujourd'hui, celui que vous avez à l'écran, c'est sensei. Alors, à vrai dire, il y en a beaucoup d'autres, mais faute de temps, je vais me limiter à ce terme-là. Et ce que je me propose de faire avec vous, c'est de vous montrer que eh bien, cette arrivée d'un nouveau terme s'appuie, enfin, disons, se fait dans un processus complexe que je désigne en m'appuyant sur l'histographie du transfert culturel, notamment pensée par Michel Espagne, donc de circulation internationale des idées, puisque les idées, les mots ne viennent pas comme ça dans le monde, ils sont portés par des textes, ils sont portés par des hommes, et donc pour l'historien qui s'intéresse aux transformations du monde intellectuel, toute la question c'est de savoir comment des textes sont traduits, comment des notions sont traduites, qui le fait et pourquoi, et comment tout ça est l'objet d'une appropriation. Et c'est d'autant plus complexe dans le cas du Japon du XIXe siècle que ce passage du régime de Tokugawa à un nouveau régime se fait dans un cadre de tensions politiques intenses. On ne le sait pas vraiment en France, mais il se trouve qu'au moment où disons, des guerriers renversent le shogun Tokugawa pour mettre l'empereur sur le trône, de manière quasi concomitante, se produit un mouvement qu'on appelle dans l'histographie française et même mondiale le mouvement pour la liberté et les droits du peuple. C'est un mouvement qui, en 1874, donc juste avant les premières traductions, réclame à ceux qui ont fait le coup d'État, ce que je vais appeler par convention les oligarques, et donc ils réclament ces oligarques un parlement et une constitution. Et donc, il faut voir qu'à cette époque, tout le monde commence à parler de politique au Japon et à essayer de réfléchir sur tous ces termes nouveaux qui font leur apparition. Et donc, le livre de Montesquieu, donc de l'Esprit des lois, se fait dans un cadre plus global donc de découverte et de connaissance de l'histoire et des sciences et de la philosophie politique européenne. Et donc, dans ce cadre-là, il ne faut pas oublier que, dans le cas du Japon, le principal partenaire disons, sur le plan politique et culturel, c'est le Royaume-Uni et c'est les États-Unis d'Amérique. Ça a d'abord été les États-Unis d'Amérique, parce que ce sont eux qui ont forcé le Japon à s'ouvrir diplomatiquement en 1953, mais avec la guerre de sécession et par la puissance même du Royaume-Uni, ce dernier pays a pris l'ascendant, disons, dans les années 1860. Ce qui fait qu'il y a une sorte de tropisme anglo-saxon qui est d'autant plus important que quand ces Japonais découvrent ce monde qu'ils ne connaissaient pas, donc ce monde euro-américain, ils découvrent assez rapidement qu'il y a un régime aux États-Unis où celui qui est à la tête du pays, en fait, change régulièrement avec ce qu'on appelle donc des élections. Donc ils découvrent le principe de la République et ils comprennent que ce genre de régime, non seulement c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'en plus est porté par ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs.
un thème qui apparaît bien sûr dans l'esprit des lois. Ce qui montre que dans cette circulation du texte de l'esprit des lois, les choses sont d'autant plus complexes que le nom de Montesquieu, les idées de Montesquieu ont pu circuler en dehors de l'esprit des lois. Donc, vous avez de la chance, comme j'ai un temps très court, je vais vous expliquer tout ça en quelques minutes. Du moins, je vais essayer de le faire. Donc, en tout cas, vous pouvez voir par cette diapositive que les Japonais entendent parler assez rapidement de figures françaises ou francophones qui vont devenir des sortes d'intellectuels incontournables pour tous ceux qui voulaient discuter de la chose politique. On a Montesquieu qui figure tout en haut à droite, en dessous duquel se trouve, alors lui pour le coup c'est pas un Français mais c'est Joseph II, à gauche duquel se trouve Napoléon Ier, ensuite Rousseau, et en bas il y a marqué Burke, Edmund Burke. Alors, comme je vous l'ai expliqué, dans les textes donc, de ce Japon des années 1870-1880, on a toutes sortes de termes, et j'ai renoncé à dresser la liste complète, mais il se trouve que pour ce qui est du despotisme oriental, donc ce qui se dit en japonais Toyoteki Sensei, il n'apparaît vraiment qu'après 1900, et plus précisément d'ailleurs dans les traductions. Donc pour la période qui m'intéresse, il est quasiment inutile d'aborder la question du despotisme oriental, puisque tout simplement le terme n'existe pas. Alors ça ne veut pas dire que le thème n'est pas présent, mais que le terme lui-même ne l'est pas. En tout cas, ce qui est le plus courant, c'est donc le terme sensei. Alors, du coup, je vais organiser mon exposé assez court en 3 temps, qui vont s'articuler autour de cette fameuse année, enfin, ces 2 années, 1875-1876, qui voient apparaître les traductions. On va un peu examiner d'abord le contexte avant ces traductions, donc entre 1868 et 1875, pour montrer qu'il y avait déjà une présence de Montesquieu, mais une présence qui était encore discrète. Après quoi, on passera à ce fameux moment Montesquieu, où on va examiner les traductions de l'esprit des lois et du coup le traitement du thème du despotisme. Puis, on examinera les usages du texte de l'esprit des lois et aussi donc, des thèmes qui le portent dans le cadre donc, de ce mouvement pour la liberté et les droits du peuple. Alors, dans un premier temps, je vais juste vous rappeler quelles sont ces 4 traductions. Donc, comme j'ai dit, elles se concentrent autour de 1875-1876. Et la vérité, c'est qu'elles ne sont pas du tout pareilles. La première d'entre elles, à vrai dire, n'est même pas vraiment une traduction. C'est surtout, en fait, une sorte de court chapitre, un texte d'une dizaine de pages au plus, qui se veut surtout une présentation de la théorie du climat chez Montesquieu et qui a été édité en 1874. Donc, j'avais un peu de scrupules à l'inclure dans les traductions, mais il semble que cette présentation se soit appuyée sur un original qu'on ne connaît pas, mais visiblement en anglais, puisque l'original, le texte japonais parle de « Spirit of the Laws », donc c'est de l'anglais. Après quoi vient de vraies traductions. La première est due à un fonctionnaire japonais du nom de Kawazo Tsukiyuki, qui a fait partie du mouvement pour la liberté et le droit du peuple, et qui a publié justement dans une revue assez confidentielle quelques traductions qui portent sur le livre 16 et qui s'attardaient notamment sur le chapitre 6 donc, de la Constitution d'Angleterre. Après quoi, la troisième traduction, donc, elle, c'est la plus intéressante parce que c'est la plus complète, et c'est d'ailleurs même une singularité dans l'histoire des traductions japonaises, parce que rarement les ouvrages ont fait l'objet de traductions vraiment complètes, et là, pour le coup, ça a été le cas. Et on la doit à un traducteur qui s'appelle Ga Noriyuki, dont les ancêtres sont en fait chinois, mais qui sont venus au Japon au tout début du XVIIe siècle, donc il y a très longtemps. Et cette traduction a été en fait financée par le gouvernement japonais lui-même. Donc c'est dire à quel point le gouvernement japonais, dans sa volonté de se moderniser les institutions, avait compris, sans doute par le truchement des anglo-saxons, l'importance du livre. Et c'est une traduction qui se fonde sur l'anglais. Pour finir, il y a une traduction qui est très courte, qu'on doit à un certain Suzuki Uchi, lui aussi traducteur de l'anglais, mais qui ne sera pas du tout évoqué ici parce que le passage en question n'est pas relatif à la question du despotisme. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu donc, de ce contexte qui précède cette traduction.
Alors, d'abord, en préalable, j'aimerais dire qu'au Japon, avant même qu'il y ait cette ouverture sur l'Europe et l'Amérique, le Japon connaissait des théories qui développaient une sorte de déterminisme climatique ou géographique, et qui étaient dues, en fait, à des discours fondés sur la pensée chinoise, qui reposent sur les notions de yin, de yang, les 5 éléments, etc., etc., et qui permettaient à certains intellectuels de l'époque d'Edo, c'est-à-dire entre 1603 et 1668, de prétendre que les Japonais et ou les Chinois possédaient certaines qualités morales du fait du climat. Est-ce que c'est dû à Montesquieu? Vraisemblablement non, puisque ça précède l'apparition même de l'esprit des lois. Toujours est-il qu'on a donc des discours un peu, disons, autochtones, qui ont connu une postérité limitée, mais qui ont eu le mérite d'exister, comme l'a montré Matsuda Koichiro, un collègue japonais. Je dis postérité limitée parce qu'au XIXe siècle, la toute première mention de Montesquieu et de l'esprit des lois, on la doit au père de Mitsukuri Rincho, le premier traducteur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce père qui a traduit en fait des ouvrages hollandais pour élaborer une sorte de géographie de l'Europe et dans lequel en fait il présente pour la première fois une idée, à savoir que les souverains asiatiques ont la mauvaise coutume de tuer les gens. C'est globalement ce que dit la phrase. Et donc ça correspondrait, selon M. Matsuda, à l'esprit des lois, donc à travers des ouvrages hollandais. On a également une traduction un peu après donc d'un livre qui a été traduit en chinois d'abord, les Elements of International Law de Henry Wheaton, donc ouvrage traduit en chinois qui a été immédiatement publié au Japon et traduit d'ailleurs aussi en japonais dans la foulée, et qui reprend à peu près les mêmes termes, et c'est dans ce livre qu'on trouve le terme de sensei. Alors, je n'ai pas eu le temps de chercher si dans les classiques chinois le terme figurait, sans doute que oui, mais en tout cas, il semblerait que c'est à partir de cette traduction que les intellectuels japonais vont choisir sensei plutôt que d'autres pour traduire ce terme de despotisme. Je parle de terme de despotisme et pas de tyrannie. Il faut bien voir qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de volonté de faire la distinction entre la tyrannie, le despotisme, etc. Donc, on va le prendre de manière globale. Alors, avant 1875, des intellectuels japonais se sont rendus pour la première fois en Europe comme étudiants, et donc ils ont pu connaître sur place Montesquieu de l'esprit des lois. Je pense notamment à Nishi Amane, qui est le tout premier japonais à partir étudier à l'étranger, qui part à Leiden, donc en Hollande, et qui se forme de manière assez complète donc, à la philosophie et puis au savoir européen. Et il se trouve qu'en 1867, donc dans l'un de ses ouvrages, il évoque le nom de Montesquieu et lui attribue la paternité de la théorie des 3 pouvoirs et de leur séparation. Il n'en dit pas plus, ce qui veut dire qu'il était au courant, mais il n'a pas cherché à détailler ses implications à ses compatriotes. Or, dans ses ouvrages, ce qu'il cherche surtout à faire, c'est de montrer qu'il y a plusieurs types de régimes possibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il distingue en fait le despotisme royal, donc du souverain, du despotisme du peuple, c'est-à-dire la démocratie, qu'il considère comme étant le gouvernement violent de la multitude stupide. Donc, Taishu Gumi no Bakusei. Autrement dit, ce terme de despotisme apparaît tout de suite comme un terme en fait, qui n'est peut-être désigné à la fois la tyrannie d'un seul, mais aussi la tyrannie du plus grand nombre, avant même que ce texte soit traduit en japonais. Donc autant de défis posés, du coup, pour les intellectuels à venir. Autre intellectuel dont il faudrait mentionner le nom, brièvement bien sûr, c'est Kato Hiroyuki, qui a été aussi l'un des premiers à élaborer des essais pour penser un petit peu les différents régimes politiques possibles, donc avec une volonté de présenter tout ça à ses compatriotes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son premier essai, qui date des années 1860 lui aussi, eh bien, il s'en prend à la Chine, en reprochant à la Chine d'être en fait une sorte de pouvoir tyrannique qui voit une succession de souverains violents qui monopolisent le pouvoir. On n'a pas le terme exact de sensei, mais on a l'expression de monopolisation du pouvoir.
Et puis, il faudrait aussi signaler le cas de Fukuzawa Yukichi, qui est le plus grand intellectuel du moment, et en fait, qui lui aussi, dans son livre « Situation de l'Occident », présente en fait les différents pays d'Europe et d'Amérique, et il présente en fait les monarchies européennes comme étant des pays despotiques, pardon, mais aussi eh bien, la France de la Révolution française, et même celle de la Révolution de 1848, comme étant des pays despotiques, parce que, selon lui, la Révolution de 1848 a engendré un régime plus despotique que la monarchie autrichienne. Donc, autrement dit, avant même que le texte soit traduit, il est clair que pour la plupart des intellectuels qui commencent à étudier ces textes donc européens, bien que ce terme de despotisme peut faire autant référence à la monopolisation par un seul homme qu'à l'ensemble donc du peuple. Alors du coup, que se passe-t-il lorsqu'il y a donc ces 4 traductions? Eh bien, ces 4 traductions, en fait, du moins 3 d'entre elles plutôt, prennent 2 thèmes bien particuliers pour traduire le livre. Et c'est ces thèmes-là que je voudrais évoquer maintenant. Le premier, c'est celui de despotisme oriental, donc, et le deuxième, c'est celui de la Constitution d'Angleterre. Le premier, même s'il n'apparaît pas, disons, nommément, despotisme oriental, en fait, je vais vous montrer qu'il joue un rôle essentiel pour essayer justement de séparer le Japon du reste de l'Asie, tandis que le deuxième, l'Angleterre, va servir de modèle grâce à Montesquieu comme étant le pays de la liberté. Alors, pour ce qui est du despotisme oriental, en fait, dans ce cas, il n'y a guère que Ga Noriyuki qui peut nous renseigner, puisque c'est le principal traducteur donc, du passage en question. Et comme vous le savez, dans l'Esprit des lois, Montesquieu dresse un portrait très négatif du Japon et des Japonais, qui sont définis comme un peuple très cruel. Et c'est justement par la cruauté extrême des lois que, en fait, le despotisme peut être perçu comme un régime inefficace. Donc le Japon sert un peu d'exemple par rapport au caractère excessif des lois. Eh bien, en examinant chaque passage où le Japon est mentionné, il s'avère qu'en fait, Ga Noriyuki ne s'est pas trop tracassé la tête. Il a quasiment, de manière systématique, quasiment supprimé tous les passages. Ou alors, il a enlevé le mot Japon. Donc, quand Montesquieu dresse la liste des pays qui relèvent, disons, de ces caractéristiques, vous avez donc Chine, Turquie, etc., etc., et bien, comme par hasard, le mot Japon est supprimé. Donc il y a clairement une volonté, justement, de ne pas intégrer le Japon dans la catégorie du despotisme oriental. Et la vérité, c'est que Ga prend même l'initiative, à un moment, d'avouer son initiative. Alors il faut la chercher, puisqu'il y a un passage dans les 16 volumes que constitue la traduction, donc je peux vous dire que j'ai passé du temps à la chercher, cette mention, mais je l'ai trouvée. Et il se trouve que dans un passage, il y a eu un des rares ajouts de Ga dans lequel il écrit « Il y a dans le précédent passage de nombreuses erreurs qui proviennent du fait que Montesquieu se fonde sur les propos d'un Français venu 100 ans avant lui à Dejima, Nagasaki. Mais les extirper aurait nu au chapitre tout entier, c'est pourquoi j'ai traduit sans aucune suppression, que le lecteur m'accorde sa compréhension. » Donc là, il parle de ce passage, mais il avoue qu'il a une intention et qu'ici, il n'a pas fait d'omission parce qu'il avait compris que ça allait complètement nuire au chapitre et que lui, visiblement, selon la commande de l'État, il était bien obligé de traduire ce chapitre. Donc, quand il a pu le faire, il a supprimé, et quand il pouvait, il était obligé de le mentionner, et bien alors, il l'a fait, mais en ajoutant cette note. Ce qui fait que toute cette histoire de cruauté des Japonais est quasiment donc éliminée par Ga Noriyuki. Dans le cas de la Constitution d'Angleterre, nous avons Ga Noriyuki plus Kawazu Sukeyuki, et là, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces traductions avec l'original. Donc, faute de temps, je ne vais pas pouvoir le faire, donc je vais vous demander de me croire sur parole, mais je vais globalement vous montrer juste peut-être un passage.
Le passage que choisit Kawazu Sekiyuki, qui, rappelons-le, fait partie du mouvement pour la liberté et les droits du peuple, s'intitule, donc dans la traduction japonaise, « La Constitution d'Angleterre, constitution de vérité », ce qui clairement montre une volonté d'idéaliser l'Angleterre, et ce n'est pas pour rien, c'est pour montrer aux oligarques que le régime anglais est tout à fait bien et beaucoup mieux que le modèle allemand vers lequel les oligarques tendent. Dans ce passage, Kawazu traduit ce passage de la manière suivante. Donc, dans un pays libre, une personne qu'on peut dire libre d'esprit doit être dominée par elle-même. C'est pourquoi le peuple, Jinmin, doit tout entier posséder le droit de légiférer. Mais cela est très difficile à mettre en pratique dans un grand pays, tandis que pour les petits, il y a de nombreux obstacles. Par conséquent, le peuple doit confier à des représentants, Taigi-in, ce qu'il doit faire. Le choix des mots n'est pas innocent, puisque représentant, Taigi-in, c'est précisément les membres du Parlement que tous réclament aux oligarques en 1875. Donc, il faut comprendre que dans cette traduction, Kawazu fait des choix pour parler aux lecteurs japonais qui, le plus souvent, est sans doute un partisan de la liberté et des droits du peuple et veut un Parlement et une Constitution. Donc c'est clairement une traduction dans un but utilitaire. Dans le cas de Ga, la traduction est un peu différente, puisque Ga explique que dans un pays libre, chaque personne se voit toute reconnaître la liberté exécutive, et de ce fait, on le statut de gouvernant de soi. Par conséquent, le droit législatif appartient au peuple tout entier, mais là où le peuple est en grand nombre, et même dans les petits pays, ce droit est difficile à appliquer. C'est pourquoi le peuple, ne pouvant s'occuper de lui-même, facilite le gouvernement en confiant la tâche à des représentants. Alors vous direz, ce n'est pas très différent, mais en fait, si, parce qu'ici, il est question en fait plutôt des oligarques. Là, pour le coup, c'est une traduction qui s'adresse plutôt aux oligarques en montrant qu'ils peuvent être tout à fait les représentants du peuple et pas ceux du Parlement. Alors, il y aurait d'autres passages sur lesquels on pourrait venir, mais faute de temps, je ne vais pas le faire, puisqu'il y a une troisième partie sur laquelle je dois m'appesantir, mais je me contenterai de signaler que Kawazu fait lui aussi des omissions dans certains passages où il essaie de montrer que lorsque Montesquieu parle des nobles, en réalité, il parle du peuple, ce qui est un peu détourné les principes, les propos de Montesquieu, mais qui permet, là encore, d'aller dans le sens de ce fameux mouvement pour la liberté et le droit du peuple. Pour terminer, avec cette troisième partie, j'aimerais évoquer rapidement comment ces traductions ont été lues par les Japonais des années 1875-1889. Alors, d'une manière globale, dans ce cadre pour le mouvement pour la liberté et le droit du peuple, il faut dire d'emblée qu'en fait, la plupart des gens qui citent Montesquieu après 1875 font partie du mouvement pour la liberté et le droit du peuple, et donc, à ce titre, érigent Montesquieu en héros de la démocratie, au même titre que Rousseau. Je vous laisse le choix de juger la pertinence de ce choix, mais c'est ce qu'ils ont fait. Notamment parce qu'ils lui attribuent la paternité de la séparation des pouvoirs, et ils considèrent que la séparation des pouvoirs, c'est très bien. Deuxième chose, ce terme de despotisme oriental se répand dans l'opinion japonaise, et il est clair que pour la plupart des Japonais, il faut que le Japon se désolidarise de la Chine, de la Russie, qui peuvent être despotismes orientaux, c'est très bien. Nous, le Japon, nous ne le serons pas. Donc, il y a une sorte de consensus pour lire de manière positive Montesquieu. Ce sont des mentions assez fugaces, assez parcellaires, au point même que souvent les intellectuels japonais de ces années-là citent surtout la séparation des pouvoirs plus que l'esprit des lois, plus que le nom de Montesquieu lui-même. Il est revenu surtout à une personne qui s'appelle Nakai Chōmin, d'avoir vraiment cherché à introduire Montesquieu. Donc c'est vraiment un cas particulier, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'était quasiment le seul francophone du lot. La plupart des intellectuels japonais connaissaient l'anglais, avaient même séjourné en Angleterre ou aux États-Unis. Chōmin, lui, a séjourné en France, et de manière assez nette, en fait, il a fait beaucoup d'efforts pour introduire et Rousseau, et Montesquieu, et bien d'autres encore. Alors il se trouve que Chōmin est un intellectuel qui a beaucoup produit pour défendre la démocratie. Il a même défendu des positions qui étaient complètement isolées et même marginales, sinon complètement nouvelles à l'époque,
je pense à l'abolition de la peine de mort, je pense à l'abolition des armées, et bien sûr, je pense aussi aux libertés fondamentales, etc. Et bien, de manière assez systématique, dans ses propres écrits, puisque Choo Min a beaucoup traduit et fait traduire, dans ses propres écrits, Choo Min adopte ce thème du despotisme oriental sans forcément nommer le terme lui-même. Je prends par exemple les dialogues politiques entre trois ivrognes, donc l'un de ses romans qui a été l'un de succès à l'époque en 1987, dans lequel il fait dire à Monsieur le Gentleman, qui est partisan de la démocratie des sciences et du pacifisme, il lui fait dire « En Orient, nous avons des monstres, mais nous avons peu de vrais champions. C'est justement là que l'Europe le surpasse. Par exemple, Alexandre, César et Napoléon pourraient être comparés à Liu Pang, Kublai Khan ou Toyotomi Hideyoshi. Mais l'Orient offre-t-il des virtuoses tels que Newton, Lavoisier, Adam Smith ou Auguste Comte ?» Ailleurs, il cite Montesquieu et écrit « Comme l'explique Montesquieu, pour que la vie du gouvernement despotique se maintienne, il faut que celui-ci entretienne la crainte dans son peuple. » Et bien sûr, c'est en citant Montesquieu qu'il critique justement les oligarques pour essayer de faire la même chose et d'instaurer un régime despotique dans son pays. Et comme je l'ai dit, Choo Min a fait une œuvre de traduction et a fait traduire beaucoup d'œuvres. Et justement, parmi ces œuvres, il est intéressant de constater que ce thème du despotisme est central. J'en veux pour preuve 3 traductions. La première, c'est l'article « Despotisme » du Dictionnaire général de la politique de Maurice Bloch. La deuxième traduction, c'est un chapitre de l'histoire des origines du gouvernement représentatif de François Guizot. Et enfin, la troisième traduction, c'est un passage de l'essai sur le despotisme de Mirabeau. Alors, pour faire court, puisque le temps presse, de manière assez globale, il est intéressant que ces traductions visent toutes, comme la plupart des partisans des droits du peuple, à dénoncer le despotisme, donc à dénoncer Sensei, et donc pour mieux promouvoir la démocratie. Et à ce titre, il faut se garder de penser que les traductions étaient fidèles. Là encore, ce sont des traductions, disons, volontaristes, qui n'hésitent pas à intervenir dans le texte. La preuve, c'est que dans la première, donc l'article « Despotisme », le traducteur, qui est un élève de Choo Min, n'hésite pas, en fait, à triturer l'article et, en fait, à enlever le passage où l'auteur explique que le despotisme peut être le lot d'un seul et celui du plus grand nombre. Nomura enlève celui du plus grand nombre, de sorte que le lecteur japonais se retrouve avec l'idée que le despotisme ne peut être le fait que d'un seul. Et ainsi, Nomura, donc le traducteur, ajoute même un passage où il écrit « Faire du peuple un troupeau et le souverain son berger, ou présenter le souverain comme un père et le peuple comme ses enfants, tout cela est ce que j'appelle le despotisme. On peut le considérer comme le pouvoir monarchique porté à son extrême. » Donc là, il est clair qu'en fait, le traducteur veut faire passer le message qu'il est impossible d'avoir un seul homme au pouvoir, ce serait forcément une tyrannie. Et quand on est dans le Japon, où il est question de mettre l'empereur sur le trône, il est évident que ces traductions sont explosives. C'est le cas pour les autres traductions où, en fait, dans le cas de la deuxième, on n'hésite pas à faire dire à Guizot ce qu'il ne dit pas en réalité, à savoir donc défendre l'idée que, comme le dit Guizot, la souveraineté du peuple, c'est le despotisme et le privilège aristocratique dans la majorité. Donc tout cela, c'est enlevé par le traducteur. De même que dans la traduction de Mirabeau, où donc l'essai sur le despotisme, eh bien, il y a là encore la volonté de dénoncer ce qu'il dit en japonais, les méfaits de la politique despotique, Sensei Seiji no Heigai o Ronzo. Donc au final, excusez-moi, j'ai juste un petit détail quand même, c'est qu'il y a d'autres traductions des républicains français que Choo Min et ses élèves font également traduire. Certains ne mentionnent pas du tout Montesquieu, d'autres, au contraire, lui accordent une grande place. Je pense notamment à Jules Barny, l'un des pères de la Troisième République, dont l'ouvrage « La morale dans la démocratie » a été traduit par Choo Min. Et dans l'ouvrage, eh bien, Jules Barny cite beaucoup Montesquieu. Eh bien, toutes ces traductions sont fidèles pour le coup et permettent donc de montrer que Montesquieu est quelqu'un qui dénonce la tyrannie et, de ce fait,
comme pour les autres partisans des droits du peuple, eh bien, est érigé en champion de la démocratie. Donc, au final, que peut-on retenir? On peut retenir que ce terme de despotisme, moins oriental, moins l'adjectif oriental, a joué un rôle central dans ce Japon moderne naissant, parce qu'il servait de repoussoir. Il ne fallait surtout pas être comme la Chine, l'Empire ottoman ou la Russie. Il fallait rejoindre un petit peu l'Europe, enfin surtout l'Angleterre et la France. Et que dans ces traductions, eh bien, selon la place du traducteur, on n'a pas hésité à changer les traductions, soit en omettant des passages, soit en intervenant pour faire dire à Montesquieu eh bien, ce qu'il ne disait pas forcément. Je vous remercie. Ces histoires de traduction sont absolument passionnantes, à la fois parce qu'on a de grands auteurs, mais parfois aussi des auteurs secondaires qui sont parfois même oubliés chez nous, mais qui sont traduits en arabe, en japonais, en hindou, en hindi, etc. Un des auteurs les plus traduits dans le monde non européen à la fin du XIXe siècle, c'est Guizot, par exemple. Et l'influence de Guizot est peut-être plus importante dans les pays de l'Empire ottoman que dans la France de la seconde moitié du XIXe siècle. Donc, bon, un des auteurs aussi, des grands auteurs français dans le monde arabe, c'est Gustave Le Bon. Et on pourrait prendre d'autres exemples du même genre. Donc ça mériterait vraiment des recherches absolument passionnantes. Et on a peu de temps parce qu'on apprend du retard. Enfin, si une ou deux questions. Oui, là, en fait, bon, merci à Eddy, enfin, qui est toujours, enfin, on apprend toujours des milliers de choses en l'écoutant. Là, je pense que vous avez perçu, en fait, que quand on regarde ce qui se passe au Japon, on s'aperçoit qu'il y a encore plus d'Orient que ce qu'on croyait. Hein. Bon, parce que avec Henri Laurence, on navigue entre le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, mais en fait, à l'intérieur de l'Extrême-Orient, il y a l'Orient de l'Orient. C'est-à-dire que la Chine est précisément l'Orient, le despotisme oriental que le Japon essaye d'évacuer. Pour justement en fait exister en tant que Japon autonome, moderniste, qui rejoint donc le club des puissances occidentales, hein, des puissances européennes. Alors moi, ce qui me frappe quand même, c'est que je découvre justement en écoutant les Japonais à travers la voix des Dufourmont que en fait notre Montesquieu national, il est passé d'un Montesquieu chinois, hein, c'est-à-dire un Montesquieu assez confucéen. Ça me rappelle un peu la dernière citation donnée par Hugo ce matin, hein, inviter, etc., induire plutôt que de forcer, tout ça. Ça, c'est très confucéen. On a un Montesquieu confucéen. Et ensuite, en fait, avec la poussée des modernistes japonais, on passe à un Montesquieu défenseur de la démocratie, de la République, etc. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Merci. J'ai réalisé que je n'avais pas répondu à un petit point par rapport au positionnement, donc je vais juste répondre rapidement. C'est pas forcément de la République ou la démocratie, parce que la plupart des partisans des droits du peuple étaient plutôt pour le modèle anglais, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle. Voilà. Donc du coup, alors certains tendaient à présenter Montesquieu comme le héros de la démocratie, mais au sens républicain, mais ça c'est vraiment une toute petite minorité, donc c'est Cho-In par exemple, tandis que d'autres, c'était plutôt effectivement la monarchie constitutionnelle. Et ça c'est la majorité.